comme vous, je suis un petit peu en isolement. Et durant cette pandémie de Covid, on a découvert cette histoire de la chloroquine et du professeur Raoult, Didier Raoult, qui a travaillé à Marseille et qui est devenu un peu l'idole de Marseille. Je ne le connaissais pas. J'ai appris à le connaître et, comme tous les Marseillais, j'ai appris à l'aimer. Et j'ai été très choqué notamment des relations, enfin des réactions très violentes qu'il a provoquées. Il a été l'objet de critiques, mais alors d'une mauvaise foi et d'une violence assez incroyable. Et à la fois d'une passion de la part notamment des Marseillais et de beaucoup d'autres gens. Et je me suis rappelé, enfin, cette violence que j'avais rarement vue est venue qu'une fois. C'était le cas de Marcelo Bielsa à Marseille. C'était aussi une figure comme ça qui provoquait la dispute, à la fois l'idolation d'un côté des Marseillais et une critique féroce de pas mal de journalistes et qui a créé beaucoup d'opposition. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de points communs entre ces deux hommes. Ces deux-là, actuellement, sont présentés comme des fous, l'un par les médias qui veulent les descendre. Bielsa était surnommé El Loco. On lui demandait, quand il arrivait, pourquoi on vous a donné ce truc-là. Il disait, bah écoutez, j'essaie de parler, ma façon de parler surprend les journalistes, c'est-à-dire que j'essaie d'expliquer les choses et les gens sont un peu désarçonnés par ça. Et effectivement, si vous vous souvenez bien, les conférences de presse de Bielsa, c'était des leçons de football. Moi, je les ai regardées avec plaisir pendant longtemps. Et ce mec-là, il m'a appris le football comme personne d'autre. Et moi, j'ai découvert Didier Raoult, et les leçons qu'il donnait. Et j'ai bu ses paroles. Je me suis intéressé, il m'a rendu passionné sur la médecine, sur la méthode et les conflits de méthodologie qu'il y a actuellement entre les histoires de randomiser et l'observation, les différences, l'observation clinique. Il les a tellement bien expliquées que j'ai l'impression d'être scientifique maintenant. Tout comme Bielsa nous donnait l'impression d'être des savants du football quand il parlait. Il donnait des leçons et il y avait une intelligence et une connaissance qui se dégageait de lui que je retrouve chez Didier Raoult. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est deux personnes qui aussi ont une éthique et une morale très élevée. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est 10 ans après, si je vis jusque-là, mais pour l'instant, ça a été vrai, de ne pas être gêné par ce que j'avais fait, ce que j'avais écrit ou ce que j'avais pris scientifiquement comme position. Bielsa était totalement... Il détestait le football business. Il détestait ça, il détestait l'argent et le jeu qui jouait l'argent dans le football. Ça pourrissait le jeu. Didier Raoult est pareil, il déteste l'influence que les labos ont sur la médecine et comme ils essaient de détourner la science, d'influencer. C'est aussi des gens qui ont à la fois, qui cherchent pas à plaire aux journalistes, pas faire... Ils essaient d'être, comme disait Raoult, mais un petit peu à tort, c'est-à-dire de pouvoir se regarder dans une glace, d'avoir la conscience propre, c'est-à-dire d'être fier de ce qu'on a fait et de ne pas avoir honte de s'être compromis ou d'avoir fait des trucs moralement douteux ou des choix ou retournements de veste et d'être honnête avec soi-même. Et ces deux gars, ils ont chaque fois une énorme éthique vis-à-vis de cela, une exigence envers soi. C'est aussi des gens qui sont à la fois des gens très intelligents, qui sont issus de l'intelligentsia. Raoult, c'est quelqu'un qui est membre de la Légion d'honneur. Ses parents l'étaient, ses grands-parents étaient résistants.
comment dire, Bielsa, il est issu d'une famille d'intellectuels, c'est pas le mec de la favela qui vient, qui sort d'instruction, non, c'était un mec instruit, et il est venu au football, c'était pas un grand joueur de football, mais c'est devenu un intellectuel du football. C'est tous les deux des mecs qui sont super respectés par leur père. C'est-à-dire que Raoult, effectivement, il publie partout, c'est une star, c'est un des 10 meilleurs, scientifiques français. Bielsa, c'est un mec qui est respecté par tout le monde, par tous les grands entraîneurs de foot. Tous. Guardiola, Ancelotti, et ils sont tous à tresser des lauriers, et même si effectivement il n'a pas le palmarès que même un Zizou a, et que même par exemple quand Zizou a rencontré Bielsa était en admiration devant Zizou parce que c'était deux génies qui se rencontraient, il était humble face à un génie comme Zidane. Et ça prouve certaines choses. Il était même très touché de le rencontrer parce que c'est un génie reconnaît le génie d'un autre. Et ça, c'est pareil que Raoult, il comprend qui est un génie, qui est un amateur, et il est très humble avec les gens qui sont meilleurs que lui ou qui sont à sa hauteur. Il se parle d'égal à égal. Comme les artistes de haut niveau, moi j'ai rencontré le mime Marceau qui était un vrai génie. Il n'avait pas besoin de le montrer à qui que ce soit, il n'avait pas besoin de frimer. Et il rencontrait, moi je l'ai rencontré une fois, une présentation dans son école, et il accueillait les gens, il donnait les billets d'entrée, et il serrait la main à tout le monde, et il y avait quelque chose d'une intelligence, une simplicité qui était réelle, qui était très forte. Ça, c'est les vrais génies. Ils savent tout. Moi, j'ai vu des interviews de lui, il avait une science sur le théâtre en Russie, le théâtre mondial, et il était reconnu par tous ses pairs partout dans le monde, et pourtant pas en France. Assez peu, très très peu apprécié en France. Ça en revient à une question qu'on aime, qui sera plus tard, que disait Didier Raoult. On aime bien couper les têtes. Et on n'aime pas les gens qui ont trop de succès, qui sont trop bons. Il déplaît parce qu'il est trop intelligent. Et comme il disait, ça fait partie des gens qui inspirent le respect. Il disait une chose, c'est que on parle qu'il y a une haine des Français pour les élites. Il disait non, moi je suis l'élite, mais les gens qui m'attaquent, c'est pas l'élite, c'est les seconds couteaux. C'est un phénomène qui est très vrai, que ce soit en sciences, parfois en sport, mais aussi dans l'art. Ça, je peux le voir régulièrement dans l'art, dans le théâtre. Il y a des vrais génies qui se font découper par des gens qui n'ont pas réussi. Et les vrais génies qui sont tout en haut, ils ont un ego très calme. Et ils sont pas ambitieux. Tandis qu'il y a les seconds couteaux, alors eux, c'est des teignes. Ils sont ambitieux et ils sont prêts à tous les coups pour être tout en haut. Et pour dézinguer les mecs qui sont au-dessus d'eux, ils se privent pas. Les intrigues, ça existe. Haine des vraies élites. Les vraies élites, c'est nous. En réalité, donc les gens disent pourquoi les élites vous aiment pas? C'est pas les élites qui n'aiment pas, c'est eux qui n'aiment pas les élites. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai tout eu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui, aussi bien la fonction officielle. J'étais le plus jeune président de l'Université de France, j'étais le plus jeune président médecin. C'est pas l'élite qui me critique, c'est la non-élite ceux qui critiquent l'élite, et c'est un problème dans ce pays. Et moi, je pense que le président devrait s'en préoccuper parce que les stars s'en vont de ce pays. Et effectivement, ces mecs-là, ils ont quelque chose de plus. C'est des leaders de pensée, c'est des leaders d'opinion, c'est des leaders spirituels, pas spirituels, mais intellectuels. C'est-à-dire que leur intelligence est vraiment à un niveau supérieur et ils influencent les gens de telle manière, ils éduquent les gens, ils éclairent les gens. Ils sont capables d'enseigner à des gens qui ne s'y connaissent rien des choses très compliquées. Et ça, c'est ce qui fait, par exemple, pourquoi les Marseillais et beaucoup de certains Français qui ont vu ce que disait Raoult sont devenus très fans de lui.
Tout comme des gens sont devenus fans de Bielsa. Qu'est-ce que ça on peut dire? Il rend soit le football ou la médecine noble, compréhensible. Il nous enseigne, il nous éclaire. Et c'est pas, il n'essaie pas de nous humilier, au contraire, il essaie de nous apprendre. Et quand Didier Raoult, il va en commission d'enquête, il essaie d'expliquer ce qui a marché, pourquoi ça n'a pas marché. On a appris des Chinois, on a appris ça, on a des problèmes, il essaie d'aider. Bielsa, dans ses conférences, il essaie d'expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché. Il disait pas, non, c'est l'arbitre qui nous a volé, c'est les autres qui ont joué par règle. Non, on a fait ça mal, ça on a fait bien, ça on fait correctement, on n'a pas essayé assez bon, c'est ma faute. Il analysait. C'était un truc inédit en France. Personne ne disait ça. En France, les entraîneurs, ils disent, ah non, oui, c'est la langue de bois, ou alors c'est pas ma faute. On ne va surtout pas analyser, oui, ma stratégie n'était pas la bonne, on n'a pas fait les efforts qu'il fallait. On cherche toujours à mettre la faute sur quelqu'un d'autre, mais pas sur soi, et pas analyser ses erreurs. Contra Mónaco, en los últimos 20 minutos se redujeron los espacios, jugamos en campo, todo el partido en campo rival y no generamos ninguna acción de gol. Entonces, un grupo va a reproducir ese momento para que el equipo principal lo ejecute, lo vea mañana. Arriba son un momento futbolístico, digamos, un segmento de lo que pasa en el campo. Y abajo, los recursos para resolver ese momento, ¿me entiendes? C'est ce que les deux gars, ils ont en commun. Ils analysent et ils font des efforts. Ils se remettent en cause. Et c'est des mecs super humbles. À la fois, ils avouent leurs échecs, mais ils savent aussi leurs forces. C'est-à-dire que c'est des gens qui... t'as les gens qui ont... T'as des mecs qui sont ignares, mais qui ignorent leur méconnaissance et qui sont très sûrs d'eux. Et qui n'ont pas de problème à débattre ou attaquer quelqu'un de très intelligent. Les gens très intelligents, ils sont passés par une phase de doute et d'études très longues, très dures et constantes pour se remettre en cause. Et les seules certitudes qu'ils ont, c'est qu'ils ne savent pas tout, mais qu'ils comprennent comment les processus se passent. Ils ont une compréhension du monde. Et malheureusement, c'est très difficile que quelqu'un qui ne s'y connaît rien parle avec quelqu'un d'aussi intelligent. Et le problème des journalistes, parce que dans les deux cas, que ce soit Bielsa ou Raoult, les journalistes les détestent. Parce que, malheureusement, que ce soit les journalistes sportifs, ils montrent en général qu'ils se connaissent très très peu en sport. Très très peu la réalité du football. Je me souviens d'une rencontre entre Pierre Ménès et Didier Deschamps, quand il était à Marseille. Et Ménès commence à proposer, discuter des schémas tactiques, et Deschamps commence à parler la langue des pros. Et là, Ménès, il comprend rien. Il comprend rien. Et il se rend compte qu'il comprend rien. Et la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de consultants sportifs, à part peut-être des mecs qui ont été entraîneurs, qui savent vraiment analyser ce qui se passe. Et dans la science, c'est encore pire, parce qu'il n'y a pas de journalistes scientifiques ou spécialisés dans ce domaine, dans les rédactions des télés ou des journaux, parce que ça ne les intéresse pas. Je trouve que la capacité à analyser la place des uns et des autres en science dans ce pays est mauvaise. Donc je pense que vous êtes plus compétent pour regarder les joueurs de foot, d'accord ? Donc si on vous demande qui sont les meilleurs joueurs de foot, je pense que tout le monde le sait partout. Si on vous demande quels sont les 10 meilleurs chercheurs français, les gens ne le savent pas. Et donc les journalistes, ils sont un petit peu des passe-partout et ils utilisent des généralités, des clichés, des procédés rhétoriques pour faire passer une espèce de bon sens populaire, mais qui est l'ennemi de la science, l'ennemi de la recherche de la vérité. Et même pas de la vérité scientifique, ce qui est totalement autre chose que la vérité des journalistes. C'est-à-dire que ce n'est pas la vérité que les hommes politiques peuvent dire ou ne pas dire.
Donc là-dessus, il y a un gros problème. Il y a une inconnaissance des journalistes de leur métier, enfin des sujets dont ils parlent. Moi, dans l'art, je peux en dire la même chose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journalistes qui ne comprennent absolument pas comment sont faits les spectacles, comment sont faits les films, et ils ne disent que des banalités ils peuvent en parler joliment même, mais ils ne comprennent pas comment ça se fait, comment ça se crée, ils ne comprennent pas la réalité de ce métier. Et ça, c'est un problème que les journalistes ne veulent pas accepter. Ils ne se remettent jamais en cause de ce point de vue-là. C'est un gros problème. Ils se prennent pour des prêtres de la vérité, mais ils ne sont pas des prêtres de la connaissance. La connaissance, c'est selon les spécialistes et les experts. Et même les experts ne peuvent être pas d'accord entre eux. C'est-à-dire dans la médecine ou dans la science, il y a des combats constants, des disputes scientifiques, et c'est normal. Dans le football, c'est pareil. Bielsa, il a sa tactique, il a inspiré certaines personnes, ça ne marche pas toujours. Il y a d'autres gens comme Mourinho, comme Wenger, comme Klopp, comme Tuchel, qui ont des systèmes totalement différents et qui marchent aussi. Et c'est des combats pour voir quel est celui qui marche mieux. Il y a eu le Catenaccio à l'époque, après il y a eu le football total des Hollandais, qui est devenu l'école barcelonaise. Le football à l'anglaise, il y a eu l'époque de... Ils étaient tout le temps en permanence combat entre les uns et les autres. Il y avait les Espagnols qui dominaient, après il y a eu les Allemands, Bayern et Dortmund qui ont essayé de les contrer et qui y sont réussis. C'est normal. Parce que la vérité évolue, c'est-à-dire que la réalité de qui est le plus fort dans le foot, ça change. Avant, il y a 10 ans, même il y a 15 ans, les meilleurs c'était les Italiens. Maintenant, c'est les Espagnols, les Anglais. Mais peut-être dans 5 ans, ce sera les Allemands et à nouveau les Espagnols. Ou à nouveau les Italiens. Voire peut-être les Portugais dans un certain temps. C'est normal. Bon. Et il y avait un problème aussi. Ils sont des héros inattendus. Ils n'ont pas une gueule de héros. Ils ont, comme disait Raoult, malgré ma gueule de prophète, je prédis pas l'avenir. Il n'a pas la gueule d'un scientifique habituel. Bielsa, il a l'air d'un petit professeur de province, qui a un prof d'histoire géo. Il a une petite gueule comme ça, très bizarre, il n'est pas beau gosse, mais il est intelligent. Voilà. Et c'est des gens qui ont du charisme, pas verbal, mais par leur intelligence. C'est pas des gros parleurs, mais ils parlent juste. Ils parlent intelligemment. Et ça bouscule un petit peu les schémas, les codes et les clichés qu'on a sur l'entraîneur de foot ou sur les scientifiques. Sur le langage, sur ce qu'ils parlent, ça détonne. C'est pas les héros comme on le souhaite. Mais regardez, les critiques que Raoult reçoit sur sa coupe de cheveux, comme il est assis. Mais attendez, vous vous souvenez à quoi ressemblait Einstein? Est-ce qu'on va dire à Einstein, excuse-moi, mais ta photo, c'est pas sérieux? C'est pas comme ça que ça marche. Elon Musk, est-ce qu'il a la tête de l'emploi? Je veux dire, est-ce qu'il a une tête de scientifique? C'est du délire. Il y a des gens comme Perelman, qui est un génie, quand personne n'en parle, mais il n'a pas du tout la gueule de parfait scientifique propre sur lui qu'on veut nous montrer à la télé. C'est pas comme ça que ça marche. Et donc ça surprend un peu les médias. Et ça plaît un peu aux gens parce que c'est pas c'est des héros qui surprennent. Et c'est aussi des gens assez simples. Ils sont pas très riches. Bon, plus que vous et moi, mais c'est pas des gens qui vivent dans un luxe. On voit Didier Raoult dans une voiture assez ordinaire. C'est pas des mecs qui semblent faire du jet ski ou vivre comme faire du golf. Non, ils ont plutôt une vie assez ascète. Je sais pas, je veux dire dans le sens où ils sont plutôt des moines, ils se consacrent à leur travail, mais ils sont pas dans le luxe à dépenser des fortunes dans des voitures de sport, comme certains footeux d'ailleurs. Ou des gens qui peuvent être très attirés par l'argent.
Dans ce côté-là, leur intelligence, c'est presque être rebelle. Dans le monde un peu aseptisé et un peu, convenu qu'il y a actuellement, où on sent qu'on ne dit pas la vérité aux gens. Les footeux sont entraînés à dire la langue de bois. C'est-à-dire, effectivement, Deschamps, bon, c'est un très bon entraîneur, mais pour les interviews, il aime dire, il aime se protéger et pas en dire trop. Il fait pas de la provocation, mais on disait que c'est le roi de la langue de bois, c'est pas pour rien. Mais quand il y a des gens après qui disent la vérité sincère, comme Bielsa a dit, non, je me suis trompé. Et puis quand ils disent que, oui, mais attendez, Monaco, ils nous ont battu 1-0, mais ils n'ont pas fait le jeu, ils n'ont pas couru, ils ont lancé juste des gros ballons à leur attaquant qui était juste devant, et nous a mis un but. Ah, nous, on a fait 20 tirs, c'est pas rentré. Bon, il a dit, moi je dis la vérité. Ils sont. Le fait de dire la vérité et d'être juste intellectuellement, ça devient, dans notre société actuelle, ça devient un acte héroïque. Et je pense que c'est pour ça que ces deux personnages fascinent. Et à la fois, peut-être on les envie, cette vérité, cette intelligence, et ils sont attaqués, mais alors de telle manière sournoise. Je ne sais pas si vous pouvez regarder ce que disent les gens sur eux, comme ils essaient de manipuler, de dire des saloperies sur eux. Combien de consultants ont bavé sur Bielsa, combien de certains médecins, de journalistes, même des gens qui se prétendent très sérieux, qui se présentent très honnêtes et tout ça, qu'ils voient comme une espèce de Gaulois un peu fou, mais, et qui se permettent de le juger alors qu'ils n'ont pas du tout le quart de ses connaissances, de son mérite. C'est assez incroyable. Moi j'ai vu, je crois, sur Quotidien ou sur Click, mais alors des affirmations sur France Inter, des choses sur lui, mais qui étaient insultantes. Et qui vous êtes pour dire des trucs sur lui, quoi? Qu'est-ce que vous y connaissez en science? Et alors, des trucs... On attaque la forme, mais le contenu, les gens ne sont pas capables, n'ont pas la science, les connaissances pour disputer, ne comprennent pas. Ils parlent même des choses comme études randomisées, ils ne savent pas ce que c'est, ils n'ont pas une histoire de la connaissance. Dans le monde des maladies infectieuses, 97% des traitements qu'on a mis en place sont observationnels. 97%. Et si vous faisiez de l'épistémologie, il y a toute une série de travaux qui ont été faits pour comparer les études observationnelles avec les études randomisées, qui montrent qu'en général, les études observationnelles sont plutôt meilleures que les études randomisées parce qu'elles ont moins de biais. Bon. Je veux dire, que ce soit dans les arts, dans la technique, il y a des modes dans l'art, je veux dire, qui deviennent populaires et puis après qui disparaissent. Alors, il y a des trucs qui plaisent beaucoup à une époque, et après on disparaît, ça ne sert à rien, il faut les séparer. La méthode, que ce soit technologique ou scientifique, effectivement ça change, mais les journalistes, un imbécile leur a parlé que les études randomisées c'est le top du top, et ils y croient. Ils y croient et ils n'ont pas fait de recherche, ils n'ont pas une culture, ils n'ont pas une connaissance de l'histoire de la médecine, l'histoire de la science, la réalité de la science, comment sont faites les découvertes, comment sont faites les remises en cause des dogmes. Je veux dire, la science, c'est pas un dogme, c'est l'inverse de la religion qui est un dogme. C'est justement de constamment changer ce qu'on savait, bousculer nos connaissances et remettre en cause certaines choses. C'est comme ça qu'on a remis en cause que la planète était pas plate, que le soleil ne tournait pas autour d'elle, mais que c'est nous qui tournions autour du soleil. C'est ça la science. C'est pas le dogme. Et c'est pareil dans le football. C'est pareil dans le sport, c'est pareil dans l'art. Mais les journalistes ne connaissent pas tout, et ils ne peuvent pas tout connaître. Mais il y a une espèce d'arrogance là-dessus, et il y a une arrogance sur une espèce de... Tu es à la télé, donc tu sais. On t'a mis là, et tu crois que tu sais mieux que les gens qui te regardent, ou qui parlent, qui sont invités chez toi. Et ça, c'est un gros problème, c'est que les gens, parce qu'ils passent à la télé, pensent qu'ils sont importants. Mais n'importe quel de ces journalistes, ils n'en font pas grand-chose. Je veux dire,
Didier Raoult, il disait à Bourdin, mais est-ce que vous avez sauvé quelqu'un dans votre vie? Non. Je veux dire, un pompier sauve les gens, un médecin sauve les gens. Il y a beaucoup de gens qui sauvent les gens, il y a des gens, les agriculteurs qui nourrissent les gens. Il y a plein de gens, les restaurateurs, ils font plein de choses qui aident. Les journalistes, bon, ils ont une fonction d'informer, d'essayer de raconter la vérité, enfin, dans l'idéal, mais c'est pas toujours ce qu'ils font. Et malheureusement, certains journalistes se croient plus importants qu'ils ne le sont. Et ça, c'est quand même assez grave. Quand ceux-là se permettent de devenir juges des mecs qui sachent, des sachants, des gens qui savent vraiment ce que c'est. Et ils transforment leur antenne médiatique en tribunal médiatique dont ils se considèrent juges et peuvent juger les autres. Ce qui a une immense escroquerie intellectuelle. La plupart de ces gens ne devraient même pas être là. On ne devrait pas leur donner le micro pour juger d'autres personnes. Parce que maintenant, malheureusement, le journaliste devient un show. Ça devient plus... Il y a encore des journalistes comme Lise Lucet ou les gens qui font de l'investigation, qui révèlent des choses, même si parfois c'est aussi orienté politiquement, mais souvent c'est de l'infospectacle. Pour vous mettre en phase avec le Lancet et le New England, je pense, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que dans une conversation, le directeur du Lancet, qui est Richard Horton, discutait avec l'ancien directeur du New England Journal of Medicine, qui disait que plus le temps passait, moins ils étaient capables de faire de la science, et que ça s'éloignait de plus en plus de la science du fait des pressions qui sont colossales autour de la recherche médicale. Les financements annexes de la recherche médicale deviennent trop puissants, et y compris les méthodes d'analyse sont des méthodes qui sont guidées honnêtement par le désir de continuer à vendre des médicaments dont on n'est pas sûr qu'on ait réellement besoin pour augmenter notre espérance de vie. Quotidien, c'est de l'infospectacle. Et il y a beaucoup de choses qui transforment tout en spectacle. Et le spectacle, je sais ce que c'est aussi diffuser un sens, mais c'est pas raconter notre récit. C'est dangereux quand on essaie de coller notre récit sur la vie. C'est-à-dire, donner un récit spécial de la maladie du Covid, c'est pas nous de le dire, c'est à Raoult de nous dire voilà ce que la pandémie nous raconte. Ok, et vous en faites ce que vous en voulez après, mais c'est moi qui vais vous dire voilà ce qui se passe avec cette maladie. Voilà ce qui se passe dans le football, voilà ce qui se passe dans le match, voilà comment on devrait faire du football, sur l'USA ou d'autres. C'est à eux de parler. Et les journalistes devraient écouter. Et par exemple, il y avait Pujadas, on lui dit, il pose la question, et Raoult, il lui dit un truc très, très simple. Il dit, écoutez, 80% des recherches qui sont faites actuellement ne font aucun progrès réel. C'est-à-dire que 80% des médicaments qui existent déjà suffisent. Et toutes les milliards qui sont utilisés par la recherche pharmaceutique produisent une amélioration de 0,05%. C'est-à-dire qu'ils ne servent à rien. Et Pujadas ne cherche pas à chercher plus loin, c'est-à-dire qu'en gros, on lui a donné un scoop du siècle, c'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique, pour l'instant, il brasse des milliards pour rien. Ils ne peuvent pas vaincre le cancer, ils ne peuvent pas vaincre le sida, ils ne peuvent pas faire de vaccin contre le sida. Et on a plein de molécules qui peuvent peut-être déjà soigner les choses. Mais on ne les utilise pas. On a peut-être découvert tout, mais on n'a pas découvert comment les utiliser à fond. Et ce journaliste, au lieu d'essayer de chercher ça, de tourner autour de ça, il passe sur autre chose et il cherche à imposer son récit à Didier Raoult. Au lieu d'écouter ce que dit Didier Raoult, qui dit des choses très intéressantes qu'on doit écouter. Hélas, il n'en parle pas. Comment on appelle ça? Bielsa, il avait raconté une histoire aussi Doria. Il racontait qu'il ne voulait pas prendre ce joueur parce que ce mec appartenait
de la tiers propriété. C'est-à-dire que ce mec était propriété par un fonds de pension, c'est-à-dire un fonds qui achète des joueurs et les loue ou les achète, et c'est une forme d'esclavage. C'est comme si des propriétés. Et lui, il disait aux journalistes et à qui voulait l'entendre, moi je veux pas faire partie de ça, je veux pas des joueurs dans ce modèle-là, c'est pas possible, je ne prends pas, je n'achète pas des esclaves comme ça, je ne fais pas de la spéculation, parce que c'est des joueurs qui sont des objets de spéculation. Et ça, les gens ne réagissent pas toujours. Il y a ces mecs-là qui donnent des alertes, qui disent des choses que le public a besoin d'entendre, mais les journalistes ne les écoutent pas. Ils n'écoutent pas ce qui est important. Et ça, c'est très grave. Et justement, malheureusement, on aime couper les têtes, comme dit Didier Raoult. Et tout ce qui est possible pour discréditer, pour dire que ah oui mais Bielsa voilà il a des beaux principes mais il gagne pas. Donc parmi tous ceux qui attendent que l'OM se casse la gueule pour que Bielsa s'en aille, parce que c'est insupportable de continuer à le voir en Ligue 1 au lieu de ça, j'imagine que beaucoup sont ravis de voir cette dégringolade, qu'ils vont évidemment attribuer à Bielsa alors que le problème est beaucoup plus profond. Ça veut dire qu'il est nul, ça veut dire que ça vaut rien et qu'il compte rien. Et quand Bielsa a raté à Marseille, les gens se sont fait un plaisir de le dégommer et de dire voilà, vous voyez, ça marche pas. Oui, mais ça marche pas. Par exemple, si tu avais le budget du PSG, si tu étais à armes égales sur les budgets, eh ben, je pense que l'OM aurait écrasé le PSG avec Bielsa. Faut le dire, ça. Et parce que voilà, les conditions sont pas les mêmes. Et donc, Didier Raoult, là, effectivement, il y a un combat à mort pour essayer de le descendre. Il ne faut pas que ça arrive, il ne faut pas qu'on les laisse faire, parce que les gens aiment couper les têtes. Ils aiment ils aiment couper les gens qui sont des héros. Il y a une pièce que, je ne sais pas si vous connaissez, Jean Anouilh sur Jeanne d'Arc, et qui raconte comment, simplement, le roi de France, une fois qu'il a eu sa couronne, qu'il a utilisé Jeanne d'Arc, il ne va pas la soutenir et il la vend aux Anglais. Et il s'en débarrasse. Et on aime bien tuer nos propres héros. C'est un mal assez français. Même les meilleurs d'entre nous, il y avait par exemple un mec comme Titi Henry, qui était un héros, vraiment un des meilleurs joueurs français de l'histoire. Il a une statue à Anfield. Et on racontait, il a fait la main contre l'Irlande à la qualif pour la 2010. Il a été descendu en flammes. Zidane, après le coup de boule contre l'Italien, Materazzi, le héros, l'idole. Et d'un coup, qu'est-ce qui s'est pris dans la gueule pendant des mois et des mois, et les héros qu'on a adorés, on les brûle. Il y avait Ribéry qui racontait, pour revenir au foot, il était candidat au Ballon d'Or, il avait tout gagné, la Champions League, il avait le triple avec le Bayern, il avait le meilleur buteur, meilleur joueur de la Ligue allemande, et il était en face de Ronaldo et de Messi, et tous les Allemands étaient pour Ribéry, pour qu'il soit Ballon d'Or, mais les Français, la moitié des Français disaient non, le meilleur c'est Ronaldo. Gérard Rouillet disait le meilleur c'est Ronaldo, l'autre c'est Messi. Et on avait un putain de bon joueur qui était en super forme, et on l'a pas défendu. Et on trouvait que, ah oui, mais Ribéry, oui, il parle mal. Ou alors il s'est mal comporté. Oui, il est ceci et cela. Et ça l'a touché. Et c'est pour ça qu'il ne veut plus revenir en France. Benzema, c'est pareil, il a été détruit par la presse française, et il ne veut plus en parler. Il ne veut plus revenir en France. Et c'est pas le seul, je veux dire. C'est des cas, Cantona, c'est pareil. Il est allé en Angleterre parce que les Français l'ont détruit, et il est devenu le king en Angleterre. Mais il ne voulait plus revenir en France, ça ne l'intéressait pas. Et c'est un problème qui malheureusement qu'on a réellement. C'est-à-dire Ginola, pareil, c'était un héros, et puis il a fait une connerie en 94, et il a été banni à vie, et ça a été le paria à vie, quoi.
Et il y a des cas comme ça où on détruit nos idoles. Nous, on a testé, donc qu'on a vu